Eh bien, écoutez, je vous laisse vous réinstaller tranquillement. On va commencer la 3e masterclass donc de Finance Boost qui sera sur le financement participatif avec l'objectif de se dire comment on lance une campagne, on va dire à succès, c'est comme l'objectif. Et voilà, et quelles sont les étapes, quelles sont les bonnes pratiques, et voilà. Et je remercie nos intervenants qui ont accepté de prendre du temps pour venir en discuter avec nous. Mais juste avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit point pareil que tout à l'heure. Petit sondage avec 2 questions rapides. Combien d'entre vous peuvent me définir ou connaissent le terme de crowdfunding et me le définir en une phrase? Ou 2 ou 3, allez. Ok, je vois quelques mains levées. 3, 4 à peu près. Et parmi tout le monde, combien d'entre vous, par contre, ont déjà donné pour une cagnotte ou un financement participatif? Ou contribué? Ah, beaucoup plus de monde, par contre, bravo. Eh bien, écoutez, on va pouvoir en parler avec nos intervenants. Et comme toujours, je le reprécise, donc la table ronde sera enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur nos chaînes YouTube de l'Université de Technologie de Compiègne et de Sorbonne Université qui organise l'événement. Et on aura bien sûr un temps de questions-réponses. Donc, notez bien vos questions et ce sera l'occasion d'échanger à la fin. Et je vais vous donner la parole tout simplement. On va commencer par un petit tour de table pour vous présenter rapidement, dire votre prénom, votre nom, qu'est-ce que vous faites dans la vie et en quoi vous êtes concerné au premier abord, on va dire, par le financement participatif. Donc, qui souhaite commencer? Honneur aux dames. Ok. Je me lance. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Sarah. J'ai lancé la première presque plateforme de financement participatif uniquement dédiée à l'éducation. Voilà, ça fait 10 ans que je travaille au service de la pédagogie. J'ai pu travailler en start-up et moi-même, j'ai voulu lancer mon projet entrepreneurial pour aider des porteurs de projets comme vous, qui avez surtout des projets dédiés autour de l'éducation et de la pédagogie. Et vous avez un bel exemple ici, entre autres. Voilà. Et le nom de la plateforme, c'est MyMojo, pardon. MyMojo. Donc MyMojo, c'est pour donner du mojo à la formation et à l'éducation de manière générale et du sex appeal au support de formation. Voilà. Peut-être donner dans ce cas la parole à Philippe, puisque tu l'as introduit. Bonjour à tous. Du coup, je suis Philippe, fondateur de Pratico. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est un outil pour dynamiser les formations simplement. L'idée, c'est que souvent, les cours, c'est ennuyant. Et du coup, on propose plein d'activités collaboratives qui permettent d'engager l'apprenant et aussi des rapports de session qui permettent au formateur de s'améliorer, d'analyser sa session et voir ce qu'il peut améliorer. Et du coup, on a été accompagné par MyMojo pour notre crowdfunding. Et du coup, c'était plutôt un succès parce que pour un premier objectif de 3 000 €, on a eu plus de 10 000 € de cagnotte récoltée. Super. On parlera plus en détail après. Et last but not least, non, tu n'as pas besoin de le démarrer, il se démarre automatiquement. Il fonctionne? Oui, super. Donc moi, je suis Olivier, je travaille pour la plateforme de financement participatif KissKissBankBank depuis 9 ans déjà. Je suis en charge chez KissKissBankBank de tout ce qui est acteur public, collectivité, projet public, mécénat notamment. À ce titre, d'ailleurs, je suis aussi le référent pour KissKissBankBank du réseau Pépite France, puisque KissKissBankBank est la plateforme partenaire officielle du réseau Pépite depuis 2016 déjà, avec une bonne centaine de projets financés à ce titre et avec des accompagnements très VIP pour les pépites. Voilà. On remercie beaucoup d'ailleurs les webinaires organisés chaque année pour les étudiants entrepreneurs. Merci à vous pour ce petit tour d'horizon. On va commencer tranquillement. D'abord, je donne la parole à Olivier, mais comme bien sûr après, si vous voulez compléter, ce sera avec grand plaisir. Olivier, on a une première question, c'est quelles sont peut-être les étapes à suivre quand on parle de crowdfunding pour se lancer. Voilà, avant même, on va dire plutôt de se lancer dans sa campagne. Voilà, dès le début. Pourquoi on va se tourner vers le crowdfunding et comment bien arriver et comment découvrir cette galaxie du financement participatif. Quels seraient un peu les conseils là-dessus? En tout cas, les premières étapes essentielles, pas forcément les conseils, mais les premières étapes à bien arriver et comment vous accompagnez les projets. Puis Sarah pourra ensuite rebondir pour MyMojo. Alors du coup, il y a plusieurs questions parce que tu veux découvrir la galaxie du découvrir la galaxie, c'est plutôt quand on arrive dans un acteur, c'est quoi la première étape essentielle pour lui présenter son projet,
pour arriver et lancer sa Parce qu'il y sa a démarche. d'une part découvrir l'univers du financement participatif. Alors on en parlait à l'instant, il y a une fédération qui s'appelle Financement Participatif France, qui regroupe une très grande partie des plateformes de financement participatif françaises. Et donc ça, c'est, je dirais, le premier abord, si vous voulez voir un petit peu la galaxie, comme tu disais, des plateformes diverses et variées en termes de modalités de financement des projets, en termes de thématiques, etc., etc. Ensuite, si on veut plus précisément se préparer au financement participatif en arrivant sur une plateforme, une fois qu'elle est choisie, on en a parlé d'ailleurs avec certains d'entre vous qui sont dans la salle ici, eh bien, il y a littéralement à avoir en tête justement le fait une campagne de financement participatif, ça ne se réduit en aucun cas à la période de mise en ligne de votre projet. Et ça va être au contraire et surtout une énorme partie immergée de l'iceberg qui est un temps de préparation. Un temps de préparation à la fois bien sûr pour rédiger et présenter une page projet, mais aussi et surtout pour anticiper une campagne de communication. Car le propre d'une campagne de financement participatif, c'est de porter votre projet, de communiquer dessus, de le partager, de le faire partager quand il est en ligne. Et si vous voulez réussir de façon à peu près confortable, c'est bien de le faire en amont, avant la mise en ligne, et de contacter les uns, les autres, les partenaires, prévoir un fil éditorial, etc., etc. Est-ce qu'après une campagne, en moyenne, ça dure environ un mois à peu près? Mais oui, tu es très bien informé. Ça dure effectivement en moyenne une quarantaine de jours. Pas forcément très long. Alors on adapte toujours la durée d'une campagne à un projet, à un objectif donné. Mais on ne va pas forcément allonger la durée d'une campagne en se disant que ça va donner plus de chances de réussir à boucler une collecte. Au contraire, il faut donner une échéance qui n'est pas trop éloignée dans le temps, parce que mécaniquement, vous aurez toujours une partie des contributeurs, et notamment le grand public et les gens que vous ne connaissez pas, qui vont arriver au dernier moment, en partie stimulés par l'effet compte à rebours. Donc si vous donnez une échéance, je dis n'importe quoi, à 60 jours, 90 jours, alors que vous pourriez boucler, d'après nos conseils et nos analyses, en 40 jours, effectivement, il vaut mieux le faire comme ça, pour que ce soit plus facile. Pour vous préparer aussi, vous pouvez solliciter des porteurs de projets qui ont déjà lancé des campagnes sur des plateformes. Voilà, donc là, vous allez avoir un beau témoignage, mais des porteurs de projets qui pourraient avoir des projets similaires aux vôtres. Et comment ça s'est passé, quelles ont été tes difficultés, comment tu t'es organisé, si tu devais refaire une campagne, qu'est-ce que tu ferais ou ferais pas. Donc je pense que ça, c'est important. Bien choisir sa plateforme, être en accord avec l'accompagnement, avec le design aussi, parce que chaque plateforme a aussi son design UX, UI, voilà, donc ça peut être des éléments importants. Et en effet, de bien se préparer en amont et de ne pas tout anticiper le jour J. Donc généralement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Oui, parce que souvent, alors, le réseau Pépite aussi, nous, des fois, on aide à relayer la communication, mais souvent, les gens se disent on va la lancer là. On fait, c'était quand même un peu court. Et tout le monde, souvent, aussi, ne pas sous-estimer le délai de relais. Les institutions, notamment, ont des délais de relais assez longs, donc ça se prévoit aussi en amont. Et vous en parlez, l'importance de l'incarner aussi, ce projet, parce que c'est quand même souvent, les gens disent oui, mais c'est ma solution, nous, on a plutôt des emplois. Non, souvent, on soutient quand même une personne. Ça c'est la base. Et c'est pour ça, c'est tout l'intérêt aussi d'une campagne crowdfunding, c'est que vous allez pouvoir communiquer de manière extrêmement différente d'une communication institutionnelle, basique sur votre projet, votre produit. Donc, vous allez vraiment sortir votre why, pourquoi je lance mon projet, pourquoi j'ai besoin de vous, pourquoi il nécessite un financement, pourquoi j'ai besoin de chaque contribution à la dernière minute. Donc ça, c'est super important et c'est ce qui fera que les contributeurs vont arriver et vont vous soutenir. Et c'est une belle partie aussi. Mais ça, je pense que Philippe, il pourra l'évoquer. La transition est toute trouvée. Ouais. Et toi, Philippe, là, comment t'es arrivé à ce crowdfunding-là? Ça a été quoi tes étapes un peu pour préparer? Et comment tu es arrivé à te dire, tiens, finalement, dans mon projet entrepreneurial, je vais faire un crowdfunding, quoi. Ok. Alors moi, je suis arrivé un peu dans le crowdfunding par hasard. En gros, je cherchais à échanger avec des directeurs pédagogiques et je suis tombé sur une directrice pédagogique qui a été chez Maïmoujo, du coup, Hélène. Donc j'avais vu
MyMoujo. J'étais un peu curieux de ce que c'était. Et du coup, elle m'a parlé un peu d'un crowdfunding spécialisé dans l'éducation, vu qu'on fait un outil pour l'éducation. Du coup, là, comment je suis arrivé. Après, j'ai échangé avec Sarah. Le projet m'a plu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. C'est parti, on va faire un crowdfunding. Et bien sûr, avec les conseils de Sarah, qui m'a expliqué que c'est pas juste mettre sur son site mettre son projet et communiquer, c'est qu'il y a une phase limite presque aussi, voire plus importante en amont, où déjà, il faut être prêt, c'est-à-dire faut que votre communication soit propre, donc avoir un bon site, connaître les mots qui touchent, etc., créer sa stratégie. Après, faire ça un peu une campagne de pré-lancement, où justement, on se présente, on dit qui on est, on montre un peu le projet, on annonce que son crowdfunding il sera dans X temps. Du coup, moi, je crois que c'était 30 jours avant, et sur lequel je communiquais tous les jours jusqu'au compte à rebours avant le commencement de la campagne de crowdfunding. Tu as fait déjà une pré-campagne de com avant la campagne de com. Exactement. Ok. Et entre le moment où le premier rendez-vous MyMoujo et le lancement de la campagne, ça fait combien de temps ? Entre 2 et 3 mois. Ouais. Tu as quand même mobilisé pas mal de ressources pour préparer tout ça, quoi. Ok. Et justement, dans cette préparation, si je reviens vers Sarah Olivier, c'est quoi un peu les 3 erreurs courantes souvent à éviter ? Et puis peut-être Sarah, tu peux commencer sur cette question-là. Mais voilà, les 3 erreurs courantes à éviter qu'on voit lors d'une réalisation de campagne de crowdfunding, quoi. La première, c'est de ne pas se préparer. Voilà. Enfin, on va le répéter, je pense, pendant une heure, mais de minimiser le temps que ça va prendre, en fait, parce que c'est vrai que c'est assez chronophage, ça va prendre du temps, mais c'est en accéléré. Donc, ce que vous allez vivre en 3 mois de préparation d'une campagne, de la campagne elle-même et de la post-campagne, c'est peut-être ce que vous allez vivre en 1 an dans votre projet. Voilà. Donc, nous, on dit que c'est un accélérateur et vous allez pouvoir tester plein d'idées. Vous allez tester votre message commercial auprès de votre cible. Et donc, ça, c'est super. Donc, vraiment, vous préparez. Deuxième erreur, là on a eu une belle, c'est de pouvoir communiquer sur 2 choses en même temps, donc une campagne et puis autre chose avec 2 CTA dans les posts, donc en fait c'est n'importe quoi, les gens sont paumés. Donc d'être bien clair sur je suis en campagne et je fais que ça, c'est un peu comme une campagne présidentielle. Je vends mon programme, j'y vais, je donne tout et je veux plein d'électeurs à la fin qui votent pour mon projet. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'incarner en tout cas. Et une 3e erreur, de penser qu'il ne faut pas faire de prospection physique. Je pense que c'est très important d'aller voir les gens, de leur serrer les mains, de dire voilà mon projet. Donc Philippe, il a fait un salon par exemple pendant sa campagne. Et donc ça, il ne faut pas le minimiser. Donc de faire des webinaires, de faire des rendez-vous commerciaux, de faire des salons, d'aller frapper à toutes les portes. Je pense que ça, c'est vraiment une partie importante de la campagne. Peut-être que tu peux rajouter quelque chose. Alors oui, c'est déjà bien complet sur les erreurs les plus récurrentes, mais oui, ce qu'on peut rajouter du coup pour affiner sur les erreurs possibles, on parle notamment en financement participatif dans le cas de KissKissBankBank en tout cas, de collecter des dons en échange de contreparties. Les contreparties, c'est des cadeaux, c'est des goodies, des invitations que vous remettez à vos donateurs. Mais il y a souvent des erreurs qui peuvent se produire à ce niveau-là, sur la définition des échelles de contrepartie. Il faut trouver un juste milieu entre quelque chose qui vous rapporte de l'argent, mais quelque chose qui ne soit pas trop cher en termes de prix psychologique pour un contributeur. On voit assez souvent arriver des porteurs de projets qui ne sont pas bien documentés et qui pensent que non seulement les contributeurs sont des gens très sympas, mais qu'en plus ils sont tellement sympas qu'ils vont vous acheter 4 fois le prix quelque chose qui coûte 4 fois moins. Ce n'est pas le cas, donc il faut trouver un bon niveau. Et puis, oui, non, c'est vraiment le petit point que je voulais rajouter. Attention contrepartie, quoi. Oui, et ça va avec la présentation du projet. Et que le projet soit bien clair, bien détaillé, pourquoi on fait une campagne crowdfunding. Et en effet, d'avoir des contreparties attrayantes tout de suite. Et puis expliquer à quoi ça va servir, peut-être c'est ce que tu as fait aussi. Tu étais vraiment dans le projet, je crois, où tu avais pivoté. Il y avait aussi une nouvelle phase. Donc d'expliquer aussi à quoi ce crowdfunding va servir, parce que toi tu l'as déjà prévu, mais comment ça va se passer. Puis des fois les gens se disent quand est-ce que ça va se mettre en place, comment tu as géré ça, de définir un peu cet objectif-là et de le faire et d'expliquer à ta communauté, aussi bien professionnelle que celle qu'elle allait te rencontrer, ce choix-là.
Ouais, de notre côté, on était dans une phase où on allait sortir une nouvelle version. En gros, on avait sorti une première version assez bêta qui intéressait mais qui était un peu buggée. Du coup, on retravaillait sur une nouvelle version. Du coup, on s'est dit que c'est l'occasion justement de communiquer à fond grâce à cette campagne de crowdfunding. Ce qu'on proposait au niveau des contreparties, c'est notamment justement des contreparties exclusives qu'ils auront que pendant la période de crowdfunding. Ce qu'on proposait notamment, c'était ce qui plaisait le plus, c'était des licences à vie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on paye plein d'abonnements. Et du coup, ce qu'on proposait, c'était juste pendant ce temps-là des licences à vie qui nous a permis justement de récolter pas mal de contreparties pour notre crowdfunding. Je tiens aussi à souligner que la campagne de Philippe s'est bien passée et que le panier moyen était assez élevé. Parce que justement, ces contreparties étaient bien pensées. Nous, chez MyMojo, on dit souvent le tote bag et le bisou, on s'en fout. Voilà. C'est vraiment d'avoir des contreparties qui correspondent au projet, qui incarnent bien le projet et de se dire que ça peut avoir un impact immédiat dans la vie du contributeur. Voilà. Et par rapport à ce qu'on a dit justement, là on a parlé des erreurs au niveau des bonnes pratiques. Est-ce que pour compléter, ce que là on a vu le pendant, le négatif, est-ce qu'il y a une ou deux choses qui seront ajoutées aussi parce que souvent vous dites de communiquer, mais souvent la communication, les gens vont faire tout azimut. Donc voilà, après dans mener cette campagne de com, et c'est quand même des bonnes pratiques pour surtout quand on a des étudiants qui n'ont pas non plus au début on n'a pas beaucoup de ressources des fois dans les projets, donc comment on se disperse pas, parce que souvent dans une campagne de crowdfunding, comme tu disais, il y a 2 CTA, on va faire ça sur 15 000 réseaux, mais est-ce que c'est le plus pertinent pour enclencher au début? Je vais laisser. Ouais, tu peux. Il a fait une très belle campagne. C'est parti. Ça marche. De mon côté, on a, en gros, c'est beaucoup de communication. Et du coup, en fait, l'idée pendant une campagne crowdfunding, on communique vraiment tous les jours. Donc déjà, il faut avoir créé son contenu qu'on puisse poster chaque jour. Et bien sûr, il y a une partie flexibilité parce qu'il se passe des choses pendant une campagne de crowdfunding, il se passe des super choses, il y a des super opportunités qui arrivent. Et du coup, justement de remplacer certaines communications par justement ces opportunités qui arrivent. Et voir ce que ça peut amener. Du coup, parfois, il y a aussi beaucoup de gens, par exemple, qui ont reposté justement la campagne et qui a permis justement de faire un effet boule de neige sur cet événement-là, quoi. Je vais compléter parce que Philippe a fait une très belle vidéo. Donc la vidéo de présentation du projet, elle est super importante. Le livre blanc de KissKissBankBank est très bien fait. Je crois que ça augmente à 30 à 40% de chances d'avoir plus de contributeurs. Donc une belle vidéo propre, soignée, qui est incarnée. Donc ça, c'est vraiment important. De communiquer tous les jours, mais aussi sur son why, pas que sur sa campagne, mais de manière générale. De ne pas être focus que sur sa campagne dans ses posts. Mais, donc je pense que vous pourrez aller voir sur les réseaux de Philippe, c'était assez intelligent, ta stratégie de communication. Et faire des événements et des webinaires, tu as très bien fait ça, où il a interviewé des formateurs qui avaient utilisé son outil et qui sont devenus des vrais ambassadeurs pendant sa campagne. Donc avoir des partenaires, si vous avez des personnes qui soutiennent votre projet, de les embarquer et surtout de les faire parler. Voilà. De ne pas être seul sur le projet, d'en faire parler d'autres aussi. Seul. Et petite question un peu provoque, mais si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose pour améliorer encore un peu plus, même si ça a été un succès, est-ce que tu as littéralement dépassé tes paliers de plusieurs milliers d'euros, mais si tu avais un petit truc où tu te dis, tiens, ça je le ferais quand même un peu différemment, ou je le ferais mieux, ou il y a quelque chose que je pourrais peut-être mieux vivre en tout cas je dirais c'est le tout début. C'est un peu le premier, vraiment le décollage. Et je dirais que pendant cette campagne de pré-crowdfunding, c'est vraiment engager les personnes qui sont vraiment chauds à leur demander est-ce que tu es OK pour vraiment payer le jour J, parce que c'est là où c'est le plus important et c'est là que ça va décoller et c'est là les gens ils verront l'intérêt. Du coup, j'avais pas fait ça. Du coup, c'est un peu le jour J. J'étais un peu déçu des chiffres. Du coup, j'ai un peu appelé en urgence. J'ai dû rappeler en urgence les personnes qui étaient les plus chauds pour les motiver à contribuer. Ça me fait penser que c'est souvent une erreur que l'on voit en disant moi je vais lancer ma campagne mais je ne vais pas demander à mes proches. En fait, ils sont trop contents, vos proches, de participer à votre campagne. Donc on n'ose pas. Alors je ne sais pas si c'est français, de se dire voilà, peut-être un peu. Donc ne pas minimiser son cercle 1 et de se dire que d'une part ils seront contents
pour votre projet, d'investir dans votre projet et de justement bien le travailler en disant que c'est un enjeu pour vous parce que le cercle 1 embarque le cercle 2, embarque le cercle 3. Donc ça, donc on a beaucoup de porteurs de projets. Moi, je leur dis, non, venez pas sur la plateforme si vous voulez pas solliciter votre cercle 1 parce que ça sera forcément quasiment un échec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important d'embarquer vos proches et ceux qui croient en vous. Voilà. Il y a un effet psychologique aussi de contribuer à une campagne où déjà d'autres gens ont contribué, donc en plus ça lève des freins. L'effet boule de neige, voilà. Donc ça, vraiment, le cercle 1, vous le bétonnez avant, vos proches, vos anciens collègues, tout le monde, papy, mamie, les tatas, tout le monde y passe, voilà. C'est parti. Et toi, t'as passé combien de temps, Philippe, sur la prépa, justement, parce que toi, tu as tes autres fonctions, tu gères ta boîte, et donc ça t'a pris après combien de temps en pourcentage, cette phase de pré-campagne, notamment tu as préparé, et puis dans la campagne? Entre 60-70% de mon temps, quoi. C'était vraiment mon rôle principal, c'était faire de la communication sur cette campagne, faire en sorte qu'elle réussisse. Et tu avais des compétences en com avant ou pas? Ou tu t'es formé sur je pense que je me suis surtout formé grâce à la campagne de crowdfunding. De base, certes, on développait notre projet, mais c'était un peu en sous-marin dans notre cave. On communiquait pas, on était loin de communiquer tous les jours. On communiquait peut-être une fois tous les 3 mois sur vraiment les enjeux clés. Et je passe de communiquer tous les 3 mois à communiquer tous les jours. Donc ça m'a formé quand même. Et tu t'es fait accompagner par des gens en com ou vous avez tout fait tout vous-même avec le soutien bien sûr de MyMojo? Justement, on était bien accompagné par MyMojo, okay, sur un peu des conseils de ce qu'on peut poster au niveau de la communication. Après, je m'inspire aussi d'autres. Et après, on apprend en faisant. Ouais. D'où les conseils d'aller voir aussi les autres campagnes qui ont eu du succès. Et justement, pour rebondir avec Olivier, mais comment on définit ce fameux objectif réaliste? Comment on arrive, dans le cas de Philippe, c'était 3000. Comment on construit un peu sa stratégie de palier et comment on essaye de viser? Parce que souvent, certains des fois mettent des paliers trop élevés. Nous, des fois, on a un étudiant qui est venu en mettant un palier à 50 000 alors qu'il pouvait commencer plus tôt. Il dit avec les 10 000 je ferais ça, avec les 20 000 je ferais ça. On lui dit pourquoi tu as mis 50 000 et sa campagne peut forcément marcher. D'autres qui mettent surtout des fois des prix trop bas. Nous on est là, ils commencent très 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 bas. Donc, comment on définit un peu un objectif réaliste et comment ça se co-construit avec peut-être votre aide aussi, mais Alors un objectif réaliste, ça se définit évidemment au cas par cas. Sachant qu'en moyenne, sur une campagne de dons, pré-vente, on sera sur des fourchettes entre 5 000 et 10 000 euros, qui est vraiment un standard pour quiconque applique les conseils qu'on lui donne. Maintenant, évidemment, il y a de fortes variations en fonction notamment des communautés justement dont disposent déjà les porteurs de projets ou pas. On a parlé du premier cercle, effectivement, il est absolument nécessaire pour servir d'effet levier. On estime même que ce premier cercle doit représenter à minima 20% de votre objectif de financement pour avoir une proportion suffisante et incitative pour des contributeurs qui viennent après. Au-delà de ce premier cercle, il y a vos communautés, vos réseaux sociaux, existants ou pas. Dans le travail de préparation, pour ceux qui n'ont pas encore de réseaux sociaux, qui n'ont pas assez d'abonnés qualifiés, il y a tout un temps pour faire monter en puissance son nombre d'abonnés. Et en fonction de ça, effectivement, on va pouvoir définir plus judicieusement un objectif. Alors, la plupart des plateformes appliquent ce qu'on appelle la logique du tout ou rien. Si vous n'atteignez pas un objectif donné, à la fin, tout le monde est remboursé. Donc il faut effectivement proportionner l'objectif pour s'assurer qu'à minima, vous ayez quelque chose à la fin. Alors il y a quelques plateformes qui ne définissent pas d'objectif pour pouvoir récupérer les fonds à la fin, mais en réalité, cet objectif, il est effectivement très important. Il induit d'une part une notion de transparence et d'autre part, il va aussi motiver les gens qui sont autour de vous parce que tout le monde sait que la règle du jeu, c'est d'atteindre cet objectif-là. Partant de là, on analyse les choses, on regarde votre nombre d'abonnés, on regarde vos partenaires également, ce que vous aurez comme partage par des prescripteurs, par des médias, et on va définir un objectif qui sera peut-être un petit peu en dessous de votre potentiel. Si vous prenez l'exemple de 10 000 euros, si on estime qu'effectivement un projet a un vrai potentiel de collecte de fonds à 10 000 euros, on va peut-être plutôt le mettre à 9 000 euros, parce qu'il vaut mieux atteindre un objectif en cours de campagne pour le dépasser, pour avoir un effet de dynamique, plutôt que de terminer pile poil râle et pâquerette sur le dernier sprint final pour atteindre ces 10 000 euros et quelques centimes près.
Et donc toi, Philippe, justement, dans l'objectif, c'était un critère par rapport au nombre de ventes, de ce que tu avais besoin pour développer. C'est comme ça que ça s'est construit, l'objectif? Au-delà du montant, qui est peut-être, toi, ça correspondait à quoi au-delà du montant Nous, on a défini l'objectif par rapport au coût des futures fonctionnalités. Du coup, par exemple, on a commencé par 3 000 euros. C'était, je crois, la fonctionnalité, la création de la possibilité de créer des équipes dans notre outil. Et après, la fonctionnalité suivante. Donc voilà, c'était vraiment, par rapport à notre projet, c'était le coût de développement. Et les contreparties montaient jusqu'où? Tu avais combien de contreparties d'échelons pour... Du coup, j'ai une contrepartie à 3 000, une 5 000 et une à 10 000. Ok, donc ça a quand même donné une perspective aux gens aussi pour se dire... parce qu'il y en a qui ont pris, j'imagine, à vie, celle qui a le mieux marché, de se dire, moi, si j'ai tout ça, c'est super, en plus, je l'aurai à vie, donc il y a ça qui marche aussi. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus de ce que vous avez fait? D'ailleurs, je reviens un peu dessus, mais sur les critères objectifs, vous avez parlé de faire les salons, des choses qu'on associe, le crowdfunding, on associe beaucoup une communication digitale, mais tu as fait des choses classiques des fois quand on n'est pas dedans. Est-ce que tu en as fait d'autres? Comment ça s'est passé? Comment on équilibre aussi ça entre l'événementiel, la partie... Ouais, totalement. Déjà, on a assisté à une sorte de réunion, j'imagine, entre différents acteurs de l'éducation, grâce un peu au réseau de Sarah, justement, qui m'a mis. Du coup, c'est le réseau EdTech France, qui avait une réunion avec plein d'acteurs de l'éducation. Du coup, on a pu participer à ça et présenter la campagne. Il y a aussi un salon pendant cette campagne de crowdfunding qui était le salon e-learning expo. Du coup, on s'est dit que c'était le moment pour y être et que justement, on a une communication un peu qui diffère des autres stands parce que nous, on est en crowdfunding et du coup, on a distribué des flyers. Il y en a plein qui sont venus nous voir. Donc, il y a ça. Et bien sûr, on a fait aussi des événements en ligne où on a lancé un petit live pour présenter le projet. Et après, il y a aussi des rendez-vous en one-to-one via visio qui s'est passé. Tu as fait peut-être aussi un événement de lancement ou quelque chose comme ça? Comment? Est-ce que tu as aussi fait un événement de lancement? J'ai pas fait d'événement de lancement. Peut-être que ça aurait été une belle occasion aussi. C'est surtout le truc sympa, on parlait du premier cercle tout à l'heure, plutôt que d'être tout seul derrière votre écran pour appuyer sur le bouton mettre en ligne, c'est bien de le faire avec des amis, à minima. L'événement de lancement, ça peut être un apéro, mais ça peut être sympa. Ouais. Carrément, je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Peut-être j'ai un peu sous-estimé l'importance du jour J, quoi. Ce qui est important aussi de comprendre dans une campagne de crowdfunding, c'est que toutes les graines que vous allez semer, avant, pendant et puis un peu après la campagne, vous allez pouvoir récolter aussi après. J'imagine que tu as l'effet rebond d'une campagne. Ah mais oui, j'ai entendu, j'ai pas pu participer, on prend un rendez-vous. Donc tout ce que vous faites pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois en fonction de la durée, en fait vous allez avoir un effet sur une année. J'ai parlé avec Manon, une autre porteuse, qui me dit mais on me reparle encore de la campagne de crowdfunding, on m'a dit que c'était génial, ça m'a permis de développer mon réseau, de me faire connaître. Donc c'est pour ça que nous souvent on demande aux porteurs de projets quels sont tes objectifs donc financiers, tu as besoin de combien, mais quel est ton objectif en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse? Ce serait quoi l'idéal pour toi à la fin de l'année? Voilà. Et donc, on essaye aussi, dans la communication, de travailler ça aussi. C'est très important. C'est juste, non, c'est vrai que c'est important de le souligner, cet effet de notoriété sur du long terme, bien après la campagne de crowdfunding. C'est une anecdote, mais ça illustre bien tout ce qu'on peut avoir de ce type-là. J'ai un porteur de projet avec qui j'ai discuté récemment, qui a fait une campagne il y a 2 ans, en l'occurrence à Bourges, une petite ville moyenne qui est d'ailleurs capitale européenne de la culture. Il me disait que c'était il y a 15 jours, il se baladait au supermarché. Il s'est fait interpeller par une personne qu'il ne connaissait absolument pas dans le supermarché, qui lui dit vous avez fait la campagne sur KissKiss, je vous ai vu il y a 2 ans, j'ai pas pu contribuer, mais s'il vous plaît, je voudrais avoir... Là, c'était un acteur touristique, je dois savoir comment réserver, c'était, je crois, du parapente en l'occurrence. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire une première campagne crowdfunding, mais une deuxième aussi. Donc souvent, de se dire, ça peut être dans une stratégie de communication dans la vie d'un entrepreneur, de se dire, maintenant que je sais comment faire, maintenant que j'ai identifié mes forces, mes faiblesses, pourquoi pas, je pense notamment au magazine Chute, que vous accompagnez, c'est une très belle stratégie que je donne souvent en exemple, où tous les ans, pour le nouveau numéro, ils font une campagne crowdfunding sur KissKiss
pour assurer d'avoir un minimum de lecteurs et assurer la prod de leur magazine. Et c'est dans leur ADN. Voilà. Et ça, je pense que ça, c'est bravo parce que ça fait vraiment partie de la communication de ce magazine. Et vraiment, ils ont fidélisé leurs lecteurs, leurs contributeurs de cette manière-là aussi. Donc, une campagne de crowdfunding peut en cacher une autre. Voilà. C'est pas parce que vous en faites qu'une que ça sera la dernière, mais il faut vraiment l'intégrer dans votre stratégie de manière globale. Et justement, pour toi, c'était, enfin moi, ce que je comprends là, de ce que tu me dis, c'est l'un des bénéfices du crowdfunding par rapport à d'autres modes de financement. C'est oui, on va lever de l'argent, mais on va aussi construire le reste. Est-ce qu'il y a, au-delà de la construction de cette communauté-là, vous voyez, et de, on va dire, de capitaliser aussi sur l'effet communicationnel, est-ce que vous avez également d'autres effets bénéfices qui sortent de ça ou c'est déjà pas mal, hein, mais est-ce que peut-être Philippe, toi, tu peux me donner un exemple très concret de ouais, directement. Du coup, ça fait pas longtemps que j'ai fini la campagne de crowdfunding. Du coup, c'était en avril. Et déjà, grâce à cette campagne, j'ai créé un contact, juste un contact d'une banque, qui est d'un groupe bancaire qui est assez intéressé par Pratico. Du coup, certes, ils font pas de crowdfunding, du coup, ils n'allaient pas mettre leur billet tout de suite. Mais du coup, déjà, ça a commencé une discussion de ce côté-là. Et aussi un autre partenaire, justement, que j'ai revu hier, qui justement lancent une unité qui vendent des outils pour l'éducation et justement qui aimerait intégrer Pratico dedans. Du coup, là, on va créer un vrai partenariat avec eux. J'étais en train de faire le contrat ce matin. Donc, à voir si ça... Félicitations. Justement, on en parlait dans la précédente table ronde, de co-construire aussi avec ses utilisateurs, et c'est ça qu'améliorait aussi. Donc, les précédents financeurs insistaient d'aller parler avec les clients. Donc ça, c'est aussi une manière qui est faite par le crowdfunding. Et est-ce que vous voyez, vous aussi, des usages que là, toi, tu vas continuer peut-être à développer d'autres trucs? Est-ce qu'il y a des idées qui te sont venues de la part de la communauté que tu n'avais pas pensé, où ils ont dit, tiens, en fait, contrepartie 1, 2, 3, c'est super cool, mais moi, j'aimerais ça. Est-ce que tu as vu ça? Ouais, ça, on l'a un peu quotidiennement dans le développement d'un produit, mais c'est plus peut-être des idées par exemple, quand on a participé à un salon, du coup, ça nous a apporté plein d'autres idées de comment on peut faire un meilleur salon la prochaine fois. Par exemple, le partenaire d'outils qui revend, ça, on l'avait pas forcément pensé dans la stratégie parce qu'on savait pas qu'il y avait des acteurs qui vendaient spécifiquement des outils dans l'éducation, parce que déjà, ça n'existait pas vu qu'il vient de la lancer. Donc voilà, il y a plein d'opportunités qui arrivent comme ça et qui fait qu'on revoit un peu notre stratégie pour la suite. On est d'accord, ça c'est plutôt ma question, un peu pour aller un peu plus loin. L'objectif d'une campagne de crowdfunding, c'est d'avoir des contributeurs à la fin quand même qui payent. Donc la stratégie était surcréée là-dessus. Tout à l'heure, tu as parlé du panier moyen. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus sur comment dans la stratégie on va faire ce panier moyen? Parce que j'ai l'impression que souvent on se dit ouais, j'ai plein de gens qui vont contribuer et il faut que j'ai le plus de monde possible. En fait, tout à l'heure d'ailleurs, c'est toi Olivier qui a dit tiens, oui, les réseaux sociaux, il faut des contacts qualifiés. Donc j'aimerais que vous venez sur une qualification de minimum quand même qui a l'air d'être assez comme au centre du modèle sur l'engagement aussi que vous portez. Est-ce que derrière l'idée que les gens s'engagent, est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur les conseils ou comment on aide à structurer ça? Puis Philippe aussi, bien sûr, si vous avez des choses un peu plus loin sur comment on aide la stratégie derrière. Chaque contrepartie va être différente en fonction du projet. Donc là, on est sur de la tech, sur de la licence, donc sur de l'abonnement. Donc c'était très intelligent de la part de Philippe de faire des licences à vie. Mais si on est sur des ateliers, d'avoir des ateliers avec un prix réduit. Donc ça va dépendre vraiment du porteur de projet. Mais je pense qu'une bonne pratique, c'est de dire, voilà, je vais lancer ma campagne crowdfunding. J'ai pensé à faire telle contrepartie. Voilà. Toi, en tant que futur contributeur, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et ça, nous, on peut avoir un conseil éclairé sur le secteur, sur une moyenne de prix, là, j'ai une porteuse qui fait de l'abonnement, voulait... juste faire une exclue de 20%, je dis écoute, c'est pas très alléchant sur ton outil, voilà, bon. Et donc, demande à ta communauté, et eux, ils ont vraiment un avis éclairé sur ton projet et sur leurs besoins, en fait. Voilà, donc, demander, et c'est la force du crowdfunding, c'est de faire travailler l'intelligence collective. Donc, les gens, ils sont hyper contents d'y contribuer aussi avec leur cerveau, et pas que leur porte-monnaie. Voilà, donc de demander vraiment à sa communauté, je pense que c'est un point fondamental. Okay. Non, pas besoin de compléter. Sur les contreparties, notamment peut-être pour préciser aussi, vraiment sur les campagnes standards classiques en collecte de dons, on sait qu'on a des stats très intéressantes pour guider des créations de contreparties. C'est 90% des dons qui se font entre 10 et 100 euros.
Donc, à minima, on fait le travail d'avoir une palette de contreparties entre 10 et 100 euros. Et puis, bien sûr, en fonction des projets, on prévoit aussi des cases, des montants supérieurs, voire très supérieurs si le projet s'y prête. C'est très pertinent. Pour revenir aussi sur les utilités complémentaires du crowdfunding, il y en a énormément. Par exemple, en création d'entreprise, et on est avec les pépites et on est tout le temps avec des créations d'entreprise, excepté avec certains alumni que je revois au fil des années. En création d'entreprise, par exemple, le crowdfunding peut être utilisé littéralement comme un sondage live, un test projet. On peut parfois être sur des idées très innovantes. On peut être persuadé qu'on est hyper génial pour soi-même, mais quel est l'avis du public ? Est-ce que ça va parler au public ou pas ? La campagne de crowdfunding peut être ce sondage-là, parce qu'au lieu de poser la question aux gens sur un simple sondage formulaire, ça vous plaît pas, voilà, l'acte et l'intérêt, il se traduit par la participation financière au projet. Et au-delà de ça, c'est encore plus intéressant parce que tu as parlé des banquiers tout à l'heure. Sur certains projets qui sont extrêmement innovants, et encore une fois, dans l'univers des pépites, on est servi en termes d'innovation. Par nature, malheureusement, quand des projets sont trop innovants et que vous allez voir des financeurs classiques comme des banquiers, les banquiers vont vous dire « bah oui, super, bien vu, mais j'ai aucun élément de référence pour savoir si je vais pouvoir vous prêter de l'argent ou pas, puisque vous êtes très très innovant. Donc revenez me voir dans 6 mois, dans 1 an, et puis on en reparlera. Faites vos preuves, en gros. » Ça avance bien, parce que ça, à l'instant T, ça ne porte pas de financement, ça. Pour le coup, en financement participatif, vous pouvez être hyper innovant, être hyper original, être le seul et unique spécimen de votre genre. C'est le public qui, lui, s'en fiche, contrairement au banquier qui doit, évidemment, en tant qu'entreprise de financement, se sécuriser. Le public, s'il a envie de voir tel projet, tel service exister, il va dire, et c'est en lien aussi avec ce que je disais sur le sondage en live, moi, j'y vais, j'ai envie que ce projet voit le jour. Et pour le coup, pour compléter la boucle, le crowdfunding devient aussi, là pour le coup, un levier de financement, parce que là où vous seriez retoqué par tel ou tel financeur, parce que vous n'êtes pas dans le cahier des charges, vous pouvez revenir à la charge en montrant votre campagne, en disant j'ai collecté tel montant, j'ai 150 contributeurs maintenant avec qui j'interagis, qui me donnent des avis sur les prototypes, etc. etc. Qu'est-ce que vous faites ? Là, vous aurez de fortes chances d'avoir une écoute beaucoup plus attentive du financeur et du banquier, voire même d'être courtisé par plusieurs banquiers, là où vous n'en aviez aucun auparavant. Et l'embarras du choix dans ce cas-là. Parfait. Oui, souvent on dit que le crowdfunding, c'est un financement complémentaire. Donc il faut aller voir aussi les banques, aller voir de la subvention si c'est possible, mais que ça soit vraiment complémentaire. Nous on dit souvent que on ne prête qu'aux riches. Donc si vous avez plusieurs marques de succès autour de votre projet, un banquier va dire vous avez fait une belle campagne, vous avez collecté tant, on peut compléter avec un emprunt. Donc ça c'est vrai que c'est super important. Ou même maintenant les dossiers de subvention sur l'innovation, ils demandent d'avoir du chiffre d'affaires, d'avoir un MVP et d'avoir vraiment des choses concrètes à montrer. Je pense qu'une campagne crowdfunding, c'est extrêmement concret. Voilà. Donc, je voulais aussi ajouter un point, parce qu'en erreur, parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, incarner son projet, mais si c'est moche, ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Alors, je mets les pieds dans le plat parce que j'ai eu quelques cas là. Le design de votre campagne va être super important, donc choisissez bien vos couleurs, quitte à ce que vous avez peut-être un ami, infographiste, DA, solliciter votre réseau pour faire des belles choses, d'avoir des beaux documents. Je pense que Philippe a le sens du design, et ça c'est vrai que ça a été tout le monde nous l'a dit pendant la campagne, mais c'est vraiment important. Vous avez 3 secondes sur Internet pour faire bonne impression. Donc faut que ce soit quand même beau, agréable, léger, des mots simples, et qu'on comprenne aussi votre projet, parce que parfois on comprend rien du tout. Donc s'il faut 1 minute pour comprendre votre projet, c'est fini. Donc ça, vraiment soyez clair, et c'est pour ça qu'il faut accepter le feedback. Voilà, on parlait de vraiment, vous mettez un peu l'ego de côté et prenez des feedbacks, écrivez-les, digérez-les. Mais ça, c'est vraiment un point très important. De toute façon, que vous allez avoir dans toute votre vie d'entrepreneur, parce que vous allez avoir des feedbacks pas cool qui vous seront remontés. Donc ça, la campagne de crowdfunding permet d'avoir tous ces retours. Voilà. Donc et peut-être pour conclure, dans cette relation un peu partenariale, une fois que vous êtes parti, est-ce que là, c'est la plateforme et
avec un peu les programmes d'accompagnement, parce que chacun a différents programmes après pour vous aider un peu à structurer. Comment ça se passe justement dans la relation? C'est des rendez-vous individuels, c'est des retours? Comment vous avez vécu ça un peu des deux côtés? Comment on structure et voilà, comment ça se passe après et quelle est la relation avec la plateforme encore? Yes. Du coup, nous, c'était un vrai partenariat avec MyMujo. Du coup, comme vous voyez, elle est toujours à fond avec nous. Elle était à fond pendant, elle est toujours à fond avec nous alors que c'est déjà terminé. Du coup, nous, dans notre cas, c'est déjà beaucoup de conseils en amont sur les meilleures pratiques. Après, des points réguliers sur juste avant lancement, première semaine de lancement, un peu au milieu, vers la fin de lancement, de tout ce qu'on peut faire. Du coup, il y avait vraiment ces échanges-là, qui est aussi bien au niveau de la stratégie d'entreprise, mais c'est aussi important mentalement de savoir qu'on est soutenu et que justement que l'équipe MyMujo comprend que c'est intense et que l'entrepreneur a aussi besoin de soutien. De notre côté, on audite les contributeurs aussi, savoir comment s'est passée leur expérience. D'une part sur la plateforme pour savoir si tout est OK, mais donc ils reçoivent des mails à 3 mois, 6 mois, 12 mois, savoir s'ils ont eu des nouvelles du porteur de projet, savoir s'ils ont bien eu leur contribution, parce que c'est très important de créer un cercle vertueux et que tout le monde soit bien en fait dans cet écosystème. Donc il y a aussi cette partie-là de notre plateforme sur laquelle on travaille quotidiennement pour avoir des porteurs de projets sérieux et qui puissent communiquer tout au long avec leurs contributeurs. Parce qu'on sait que peut-être qu'il y aura une autre campagne crowdfunding. Donc il faut garder contact et savoir si tout se passe bien. Donc ça, c'est très important d'avoir du feedback aussi en tant que plateforme et dans l'accompagnement. Donc on audite aussi les porteurs de projets, savoir s'ils sont contents, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc c'est vraiment un partage. Voilà. Super. Un dernier mot de la fin avant les questions. Peut-être une information qu'on n'aurait pas parlé, quelque chose qu'on dit mais on a oublié, ou alors on a réussi à tout couvrir. Non, juste sur l'accompagnement, puisque étant plateforme partenaire de Pépite, autant que je parle aussi de ce que Pépite France a mis en place avec nous et on y tient effectivement dans le parcours des projets. Alors, on met un point d'honneur effectivement à l'accompagnement. Je pense que c'est ce qui fait effectivement le distinguo entre les bonnes plateformes et les mauvaises plateformes. Si vous n'arrivez jamais à parler à qui que ce soit sur une plateforme, ou si vous n'avez que des petits bots qui vous répondent ou des messages type, laissez tomber, c'est pas la peine. Ce qu'on a mis en place nous avec spécifiquement pour Pépite France, tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure, c'est d'une part des webinaires, ateliers plusieurs fois par an. On a 3 à 4 sessions par an en collectif. En mode rédaction de pages, très concret, conseils, etc. Suivi par des accompagnements individuels, donc accès direct à mon agenda, avec autant de rendez-vous que les pépites le souhaitent pour relire des pages, des brouillons, conseiller, parler de la communication, tout ce qu'on a évoqué ici. Et puis effectivement, c'est important de garder le lien après une première campagne. On a certains projets qui ont fait avec nous 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 campagnes. Bon, en même temps, on est une plateforme dinosaure puisqu'on est la toute première qui a été créée en Europe de ce type en 2009. Donc par nature, on a des gens qui ont fait beaucoup de projets chez nous et qui conservent ad vitam aeternam leur compte sur KissKissBankBank. Donc tous les projets d'un même porteur de projet peuvent être reliés les uns aux autres et s'additionner littéralement en termes de communication. Et puis après, ce qu'on aime bien, c'est y compris avec... particulièrement de Pépite, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on est chez Pépite, c'est profiter des actualités. Aujourd'hui, c'est Vivatech. Pour parler dans nos réseaux sociaux de nos pépites qui sont sur Vivatech, qui vont faire une campagne, qui ont fait une campagne, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours un fil d'actu, à la fois pour les porteurs de projets, pour la plateforme, pour montrer ce que font nos projets, qu'est-ce qu'ils deviennent, et puis évidemment que la plateforme est toujours là. Et finalement, l'histoire continue, ad vitam aeternam. C'est beau. Eh ben, merci en tout cas pour cette discussion. On va passer maintenant au temps des questions. Voilà, on va faire passer un petit micro dans la salle. Donc, si vous avez une question, je levez la main, je vous en prie. Puis on est là pour y répondre. Et on va prendre 2 questions à la suite aussi, comme tout à l'heure. Comme ça permettra de traiter plus de questions.
Bonjour déjà, merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. J'ai une question sur la gestion de l'après-campagne, parce que je suppose que ça doit prendre beaucoup de temps de remercier tout le monde, de gérer, savoir qui a donné quoi autant, savoir comment est-ce que vous êtes organisé, si vous avez des conseils ou des outils logistiques aussi pour s'y retrouver. De mon côté, j'ai simplement posté sur LinkedIn et envoyé un mailing à tous les contributeurs sur le remerciement. Et bien sûr, j'ouvre toujours mon agenda pour échanger avec chaque contributeur, pour leur expliquer un peu la suite du projet, écouter leurs attentes, etc. Donc voilà comment je me suis organisé. Après, j'imagine qu'il y a d'autres façons de faire. La post-campagne, on le travaille avant pour la préparation en disant qu'il faut que tu aies des temps pour remercier tes contributeurs. Nous, dans la plateforme, on a tout un onglet actualité. Donc, dès que Pratico publie une actu sur son projet, ça informe tous ses contributeurs. Donc, pour automatiser, bientôt, il y aura le système de mailing intégré. Mais en tout cas, ça s'anticipe dans la préparation de la campagne. Voilà, donc ça, c'est vraiment vous donner du temps déjà pour vous reposer, mais aussi pour remercier vos contributeurs et d'être transparent avec vos contributeurs, parce que comme tout projet, souvent, il y a un petit peu de retard, c'est pas grave. Le tout, c'est de bien communiquer et vraiment d'avoir cette communication constante avec les contributeurs. Et pour compléter, on vous met à disposition en back-office des outils de gestion où vous aurez la liste de vos contributeurs. Vous allez pouvoir les classer en fonction des contreparties, en fonction du fait que ça a été livré, que c'est à préparer ou que ça n'a pas encore été traité. Pour ceux qui ont des choix d'options, de formats, de couleurs, de fonctionnalités, etc., pendant la campagne, vous pouvez paramétrer ces options et vous pouvez les classer ensuite et les ressortir et les extraire de votre back-office. Ce même back-office est également relié en messagerie privée, pas que publique. Effectivement, il y a les publications, mais il y a aussi la messagerie privée qui vous permettent de faire des tris en fonction de la typologie de vos contributeurs, de les informer individuellement ou collectivement s'ils ont un point commun. Et puis, c'est important, effectivement, pour le coup, de profiter de cette logistique pour en revenir à une des plus-values, ce que tu évoquais tout à l'heure dans tes questions du financement participatif, c'est de surtout pas, effectivement, s'arrêter de communiquer après la campagne et juste se contenter de livrer, puisque vous l'avez compris, réussi à fédérer une communauté qui est potentiellement très intéressée, très impliquée sur votre projet. Donc il faut continuer effectivement à donner des nouvelles quoi qu'il arrive, grâce à tous ces outils qui vous sont mis à disposition. Une autre question ? Il nous reste encore quelques minutes. Ah, oui. Parfait. Bonjour à tous. Voilà. Merci pour la présentation. La petite question que j'aurais, c'est quand est-ce qu'on se dit que c'est le bon moment pour rentrer ? J'imagine que forcément qu'on a besoin d'argent, mais à quel moment vous avez parlé de la création d'entreprise ? Donc j'imagine que ce serait qu'on aurait besoin de fonds au début, mais qu'on ne les a pas encore, qu'on n'a pas encore le produit qu'on peut vendre. Est-ce qu'il y en a qui viennent en se disant, en fait, je peux vendre plus cher un produit que j'ai déjà ? Enfin, quand est-ce qu'on rentre dans une campagne de crowdfunding ? Alors, rebonjour du coup. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure rapidement, on ne vend pas plus cher un produit qu'on vend habituellement. C'est même plutôt l'inverse. On a tendance à faire du early birds, des offres spéciales, d'autant plus qu'en crowdfunding, vous avez quand même des clients qui sont ultra sympas, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de les livrer ou de mettre à disposition vos fonctionnalités ou services en 24 heures chrono. Vous n'avez pas en crowdfunding des esclaves tracés par un GPS qui vont recevoir une mauvaise note si jamais ils ne vous ont pas livré en 30 minutes. Inversement, vous avez des gens qui sont prêts à attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, en fonction de votre développement de projet pour être livrés. Donc vous avez une trésorerie et des gens qui attendent patiemment parce que vous leur avez dit c'est dans 3 mois ou dans 4 mois, en fonction de mes délais à moi. Donc de ce fait, il est normal de leur dire voilà, si vous achetez tout de suite et que vous êtes prêt à attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça sera peut-être 90 € au lieu de 100 € prix public. Et une petite question complémentaire. Quand on fait un projet sur une plateforme, est-ce on le fait en son nom propre ou est-ce qu'il faut avoir une association, est-ce qu'il faut avoir un portage juridique ? Juste le préciser. Tous les statuts sont possibles. On peut collecter à titre personnel avant l'immatriculation, on peut collecter au moment de la création, on peut collecter en tant que micro-entrepreneur.
en tant que société commerciale. Tout est possible, association, même les mairies. Alors ça, c'est ma grande spécialité, les mairies, les musées, etc. Tout est possible au niveau des statuts. Par contre, en fonction du statut, il vous faut anticiper la fiscalité. Parce que le financement participatif n'est pas un paradis fiscal, heureusement ou malheureusement, ça veut dire que si vous faites du chiffre d'affaires et que vous êtes assujetti à la TVA, il faudra gérer vos TVA comme vous le faites habituellement. Si vous avez des bénéfices, en fonction des contreparties que vous dispensez, vous aurez à enregistrer dans votre compta en tant qu'entreprise des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux. Il y a un impact en termes d'imposition qui va dépendre justement du statut, et y compris à titre personnel. Si vous faites une collecte à titre personnel, c'est tout à fait possible, mais derrière, il y a potentiellement l'impôt sur le revenu. Donc, anticipez aussi ce qu'il y a à déduire votre revenu net, in fine, en fonction de la fiscalité et de votre statut. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Par contre, parfois, ça peut être un petit peu trop tôt. Parfois, on voit des porteurs de projets qui n'ont pas de site internet, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas de bêta-testeurs. Donc là, on dit, reviens nous voir dans 6 mois, dans 1 an, quand tu seras prêt avec certaines... voilà. Donc ça, attention à ne pas vous lancer trop tôt, parce que d'une part, vous allez vous dégoûter. Mon projet ne marche pas. Non, c'est pas qu'il ne marche pas, c'est simplement qu'il faut un peu mieux préparer l'avant. Mais après, voilà, on peut arriver à tout moment dans la vie d'un porteur de projet. Donc en tant que particulier, entreprise, super entreprise, voilà, public, privé. Voilà. Ok. Une dernière question. Non, c'est bon pour tout le monde, je ne frustre personne. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler du financement participatif. Merci au public d'ailleurs pour toutes vos questions. Et ça va être la fin des masterclass, donc merci d'avoir participé à ces différentes masterclass. Merci beaucoup.